Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de se retrouver à Agadir. Et donc aujourd'hui, j'aurai le plaisir de traiter cette thématique, les pièges à éviter lors de l'évaluation d'une valvulopathie. Et je tiens à remercier tout d'abord le professeur Saïd Shraibi et l'ensemble des membres du bureau de l'AMCAR pour m'avoir convié à ce très beau congrès. Alors, comme Christophe Triboulois l'a rappelé il n'y a pas très longtemps dans un excellent papier tiré de l'Horrard Survey, les polyvalvulopathies représentent une part importante des pathologies valvulaires, environ 30%. Et le tableau clinique de ces patients est en général plus sévère et leur pronostic est altéré. Les étiologies, qu'elles soient primaires ou secondaires, et elles peuvent varier d'une valve à l'autre qui est concernée par l'atteinte polyvalvulaire, ces étiologies sont multiples, notamment le rhumatisme articulaire aigu, que vous connaissez bien, la sténose aortique dégénérative, la sténose mitrale dégénérative ou calcification annulaire mitrale, la radiothérapie, les pathologies myxoïdes, Marfan, la bicuspidie, les pathologies congénitales, les tumeurs neuroendocrines, les toxicités médicamenteuses et syndrome des antiphospholipides, les pathologies d'hyperdébit qui peuvent atteindre la tricuspide en premier, mais également la valve mitrale, et endocardite. Bien entendu, je ne passerai pas tout ceci en revue. Alors, devant une polyvalvulopathie, il faut avoir une approche très systématique si on veut arriver à s'en sortir. Et il faut considérer chaque valvulopathie individuellement, déterminer son mécanisme primaire ou secondaire, et encore une fois, il peut varier d'une valve à l'autre. Analyser les valves qui ont une atteinte mixte ou ce qu'on appelle combinée, c'est-à-dire une sténose et une fuite, et grader à la fois la sténose et la fuite en utilisant différents paramètres pour évaluer leur sévérité. Il faut prendre en compte également le débit cardiaque, mais pas seulement le débit cardiaque total, le volume d'éjection systolique indexé qui est très important puisque vous pouvez avoir un débit cardiaque conservé lié à une tachycardie alors même que le volume éjecté par battement est diminué. Il faut évaluer le retentissement sur les cavités, en particulier lorsque vous avez une fuite, les pressions pulmonaires qui sont souvent le reflet d'une élévation des pressions capillaires. Au-delà de l'échographie transthoracique, vous pouvez compléter le bilan par une ETO, un CT scan, une épreuve d'effort et en particulier une VO2, voire une écho d'effort VO2, un cathétérisme droit, et ensuite vous devez intégrer l'ensemble de ces données et souvent discuter de la prise en charge en Heart Team pour déterminer quelle sera la meilleure attitude thérapeutique. Alors les symptômes, bien entendu, sont extrêmement importants à considérer. On peut avoir des symptômes qui sont relativement vagues, avec type de dyspnée ancienne. Il ne faut pas oublier l'asthénie, qui peut être un marqueur d'insuffisance cardiaque, en particulier d'origine valvulaire. Et puis, très souvent, lorsque vous êtes dans une situation un petit peu ambiguë, des symptômes discordants, il faut penser au test d'effort qu'il est très important de réaliser et déterminer quelle est la cause d'arrêt de l'effort. Et notamment, s'arrêter principalement à cause d'une dyspnée et un élément pathologique, ce qui est bien rappelé dans les recommandations américaines, notamment sur la VO2. Donc vous pouvez demander à votre patient de grader la difficulté à la fin de l'effort liée à l'essoufflement et la difficulté liée aux membres inférieurs, à la fatigue musculaire. Physiologiquement, on s'arrête pour épuisement musculaire, exhaustion en anglais, et pathologiquement, on va s'arrêter pour dyspnée. Est-ce que la dyspnée est liée à la valvulopathie? C'est un autre problème, mais déjà vous aurez avancé dans votre évaluation symptomatique. Au-delà du symptôme, vous avez la capacité fonctionnelle qui est très important d'évaluer en watts ou en VO2, selon un protocole adapté, c'est-à-dire qu'il faut que les patients pédalent 10 à 15 minutes avec un protocole progressif, généralement 10 watts par minute, et il faut déterminer la capacité fonctionnelle en pourcentage de la théorique, sinon on ne sait pas de quoi on parle. Elle va être anormale si elle est inférieure à 80-85% de la théorique, et au-delà, on peut considérer que c'est à peu près normal. Alors, il existe de nombreuses particularités hémodynamiques dans le cas de valvulopathie combinée ou polyvalvulopathie. Alors, tout d'abord, dans les valvulopathies combinées, c'est-à-dire sténose plus insuffisance, vous avez une double charge, une double surcharge, comme vous voulez, volumétrique et barométrique, et vous allez majorer de ce fait les gradients, la vitesse, à travers la valve aortique ou mitrale, et donc augmenter la sévérité apparente de la sténose par l'augmentation de débit. Le gradient de pression va néanmoins refléter en général la charge hémodynamique globale assumée par cette valve et donc a quand même une signification médicale. Dans les valvulopathies multiples,
Le bas débit, qui est lié à des obstacles successifs ou à des lésions valvulaires successives, peut réduire les gradients et la Vmax à travers une valve sténosée. L'équation de continuité va rester valide pour l'ensemble des valves, sauf si vous avez une insuffisance aortique qui ne vous permet pas de faire l'équation de continuité pour les autres valves que la valve aortique. Mais la sévérité de la sténose peut être surestimée, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des sténoses pseudo-sévères du fait d'un débit qui est diminué. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que deux valvulopathies modérées, que ce soit sur la même valve, donc combinées ou deux valves différentes, deux valvulopathies modérées peuvent être responsables d'une pathologie sévère. C'est très facile à comprendre si on parle d'une surcharge volumétrique, par exemple. Si vous avez une fuite aortique de 35 ml et une fuite mitrale de 35 ml, les deux associés vous donnent une surcharge volumétrique de 70 ml qui correspond en théorie à un grade 4 de régurgitation. Et il va falloir donc utiliser plusieurs paramètres à chaque fois pour évaluer vos valves et donc passer peut-être un peu plus de temps sur ces patients qu'habituellement. Alors si on passe rapidement en revue les principales associations pathologiques, dans la sténose aortique serrée, vous pouvez avoir une insuffisance aortique qui est assez fréquente, 75 à 80% des RAO, en particulier en cas de bicuspidie ou d'origine rhumatismale. Et pour les insuffisances aortiques sévères, vous avez dans 18% des cas une part de sténose associée. Alors la plupart du temps, l'insuffisance aortique associée à une sténose sévère est minime ou moyenne, mais elle peut être importante ou sévère, et dans ce cas-là, elle va entraîner un hyperdébit à travers la valve aortique, une augmentation de la Vmax et du gradient moyen. Le calcul de la surface est normalement encore valide. N'oubliez pas, RAO plus insuffisance aortique modérée peut correspondre à une pathologie sévère, et c'est une situation très difficile à évaluer. Alors si on regarde un petit peu les différents paramètres, vous pouvez avoir une augmentation de Vmax et du gradient moyen, mais en théorie, l'équation simplifiée de Bernoulli ne va pas être valide si vous avez une vitesse dans la chambre de chasse qui est trop importante. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser 4V carré, tout simplement, et vous devez tenir compte de la vitesse dans la chambre de chasse, que l'on fait rarement. Le gradient moyen va néanmoins représenter une charge hémodynamique globale et a quand même une signification. L'indice de perméabilité est normalement valide. L'équation de continuité est valide, mais peut sous-estimer la sévérité globale de la valvulopathie. Je veux dire par là que la valvulopathie, elle n'est pas représentée uniquement par la sténose quand vous avez une association entre une sténose et une fuite. La surface en planimétrie peut être valide. La vena contracta pour la fuite peut être valide si vous avez une bonne échogénicité. La PISA peut être valide, mais attention, si vous avez une diminution du débit global cardiaque, il va falloir se reporter à la fraction de régurgitation et pas seulement à la valeur absolue de volume régurgité. La PHT, elle, ne peut pas être utilisée à cause de la dysfonction diastolique liée à la sténose aortique. RAO plus insuffisance mitrale, c'est une association relativement fréquente. 20 à 30% des patients qui ont un TAVI ont une IM modérée à sévère, elle est le plus souvent fonctionnelle. La fuite, le volume de régurgitation est majoré du fait des hautes pressions qui règnent dans le ventricule gauche par la sténose. L'équation de continuité reste valide, mais on peut avoir un RAO serré à bas débit, bas gradient, low flow, low gradient, ou à l'inverse, une sténose aortique pseudo-sévère du fait du bas débit qui empêche une ouverture complètement normale de cette valve. Et donc, ce sont des situations un petit peu compliquées. Si on veut faire une prise en charge chirurgicale, on va faire un traitement simultané autant que possible, notamment si vous avez une IM dont vous savez pertinemment qu'elle ne va pas régresser, par exemple sur prolapsus avec rupture de cordage, ou si vous faites un traitement percutané, on est plutôt dans une attitude séquentielle à présent. Sur le plan hémodynamique, on peut avoir donc diminution des Vmax et gradient moyen, donc un aspect low flow, low gradient. L'indice de perméabilité, l'équation de continuité, la surface en planimétrie sont valides, mais on a un risque de pseudo-sévère. Vena contracta et PISA pour la fuite mitrale sont valides, mais il y a une majoration de la fuite par la sténose aortique et les hautes pressions dans le ventricule gauche. Vous voyez ici que lorsque vous avez une insuffisance mitrale qui est au moins de grade 3, le pronostic de ces patients qui ont bénéficié d'un TAVI pour le RAO est altéré au long cours, mais à la fois, vous avez une amélioration de 60% des insuffisances mitrales qui sont associées à la sténose aortique. L'association sténose aortique et mitrale est plus rare, mais c'est quand même 18% de RM dans les séries de TAVI, essentiellement de type dégénératif, mais on peut également avoir une étiologie rhumatismale. On va avoir un double obstacle qui peut entraîner une diminution des gradients transvalvulaires.
L'équation de continuité reste valide, mais on peut avoir à la fois une sténose aortique serrée à bas débit bas gradient ou une sténose aortique et une sténose mitrale pseudo-sévère. En cas de traitement chirurgical, si c'est possible, on préfère faire un traitement simultané. Si on fait un TAVI, on peut prendre en charge la valve la plus malade, donc le RAO en l'occurrence pour le TAVI, et s'enquérir ensuite de l'évolution de la sténose mitrale. Sur le plan hémodynamique, donc, on va pouvoir avoir une diminution de Vmax et gradient moyen à travers les deux valves, low flow, low gradient, mais on a aussi un risque de sténose pseudo-sévère sur l'indice de perméabilité, l'équation de continuité et la surface. Alors ici, c'est un travail qui a été réalisé par la Mayo Clinic. Vous voyez sténose aortique associée à un RM, considéré comme relativement important, en tout cas en dessous de 2 cm². Les patients ont eu un TAVI ou une prise en charge chirurgicale, mais sans geste sur la valve mitrale. Et vous voyez que lors de la réévaluation du RM dans le suivi, 50% avaient en réalité un RM qui était pseudo-sévère et 50% un RM qui était réellement sévère. Alors comment distinguer entre l'un et l'autre avant la prise en charge? Eh bien, ce papier nous apporte quelques éléments. Si la surface valvulaire mitrale est inférieure à 1,5 cm², si vous avez une extension des calcifications comme ici au feuillet valvulaire, ou si vous avez une distension annulaire mitrale qui est inférieure à 1 mm entre la systole et la diastole, il y a peu de chances qu'il y ait une amélioration de la sévérité de la sténose. Insuffisance aortique et insuffisance mitrale, c'est une association peu fréquente. On peut avoir soit une insuffisance mitrale secondaire, soit une insuffisance mitrale primaire associée à l'insuffisance aortique, avec bien sûr un retentissement cardiaque qui est plus important, une altération de la survie, une dysfonction VG, des symptômes persistants, en particulier si vous avez une insuffisance mitrale de type fonctionnel. Je vous rapporte encore un travail de la Mayo Clinic, un très beau travail dirigé par Hector Michelena. 5% dans cette situation d'insuffisance mitrale dite organique, qu'on prendra en charge en même temps que la fuite aortique en général, si c'est chirurgical, et puis 9% d'insuffisance mitrale secondaire, qui est associée avec une altération du pronostic, une moins bonne fraction d'éjection post-opératoire. En termes de pronostic, vous voyez que si vous avez une insuffisance mitrale fonctionnelle associée à l'insuffisance aortique de type organique, vous avez un pronostic qui est nettement altéré par rapport à ce qui était attendu dans la population générale. Pour terminer, quelques mots sur la tricuspide, même si vous en avez entendu pas mal parler. C'est la valve la plus fréquemment concernée par une association pathologique d'atteinte plurivalvulaire. Elle est le plus souvent secondaire, donc fonctionnelle. Elle témoigne d'une pathologie plus évoluée avec retentissement sur le cœur droit. Elle est associée à une altération de la survie post-op et des symptômes plus fréquents d'insuffisance cardiaque qui persistent. Si on a une attitude chirurgicale, on va faire une prise en charge simultanée, y compris préventive, et on va être très agressif sur le caractère préventif, en particulier si une atteinte organique, comme vous avez assez souvent chez vous, notamment une origine rhumatismale, parce qu'on a beaucoup plus facilement des fuites tricuspides qui se développent post-opératoires. En traitement percutané, on peut se permettre d'avoir une attitude séquentielle, et je vais vous en reparler dans un instant. Sur le plan hémodynamique, l'insuffisance tricuspide sévère ou sévère, j'ai bientôt fini, sévère, majeure ou torrentielle, massive ou torrentielle, peut être responsable d'une diminution du débit cardiaque, il faut s'en méfier. Pour la sténose aortique ou mitrale, vous pouvez avoir un bas débit bas gradient et vous avez aussi des risques de pathologie pseudo-sévère. Et pour la fuite mitrale ou aortique, la PISA reste valide, mais vous avez aussi un risque de sous-estimation, donc il faut calculer la fraction de régurgitation. Avant-dernière diapositive, un exemple de traitement percutané séquentiel sur la fuite tricuspide. Ici, une fuite mitrale sévère et une fuite tricuspide sévère. Traitement en premier lieu en percutané de la fuite mitrale. Et vous voyez, après optimisation du traitement médicamenteux selon les recommandations des guidelines et le traitement par mitraclip, vous avez une fuite tricuspide qui a régressé complètement et donc plus besoin de faire de gestes sur cette valve. Donc pour conclure, les polyvalvulopathies impliquant en particulier une sténose aortique sont des situations cliniques qui sont assez fréquentes. On a de nombreuses difficultés d'évaluation hémodynamique et ne croyez pas que ce n'est pas difficile pour nous, c'est difficile pour tout le monde. On peut avoir des sténoses à bas gradient ou des sténoses pseudo-sévères, on peut avoir les deux aspects. Il faut donc se faire aider des imageries complémentaires. Les fuites mitrales sont majorées par la sténose aortique. Les fuites fonctionnelles, il faut bien s'en souvenir, peuvent s'améliorer. L'association de deux valvulopathies modérées peut correspondre à une pathologie sévère.
Et enfin, on a un changement de paradigme avec l'évolution des techniques interventionnelles. On peut associer la chirurgie avec l'interventionnel ou faire une prise en charge séquentielle interventionnelle en prenant en charge la pathologie la plus sévère, en général la sténose aortique. Merci beaucoup pour votre attention.